Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Aujourd'hui, nous recevons M. Stéphane Garneau, auteur de 12 différents volumes qu'il a écrits au fil des années. Et aujourd'hui, nous allons parler de son dernier né, Écus et couronne. Alors, M. Garneau, je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc, mon nom est Stéphane Garneau. Je suis le matin, je suis responsable de la bibliothèque au Cégep, mais comme je disais, mes études, à la base, je suis un historien de formation. J'ai un baccalauréat en histoire et un certificat en archivistique de l'Université Laval. Et j'ai aussi un diplôme de deuxième cycle en archivistique de l'Université libre de Bruxelles en Belgique. Fait que c'est une passion. Hein. J'ai travaillé d'abord en archivistique au niveau du centre d'archives avant de le transférer pour le Cégep. J'ai été pendant quelques années président de la Société de généalogie et d'histoire d'Aaron Tedford, qui n'existe plus aujourd'hui puisqu'on a fusionné maintenant avec le centre d'archives d'Aaron Tedford, lequel je suis maintenant président. Bon, on a fait le tour un peu. L'idée d'écrire un livre sur écus et couronne, ça vous est venu comment? Bien, à la base, je m'intéresse beaucoup à l'histoire régionale. Comme on l'a dit, j'écris beaucoup d'ouvrages. Je m'intéresse vraiment à tous les aspects de l'histoire régionale. Hein. Autant j'écris des livres sur le temps des fêtes dans la région, sur les années 70, les mines d'amiante, l'histoire du cégep. Donc, et à un moment donné, je me suis intéressé aux armoiries des municipalités de la région. Celles qui en avaient, parce que c'est pas toutes les municipalités qui ont des armoiries. Fait que je regardais Thetford Mines, j'avais lu que c'était réalisé par le Collège canadien des armoiries. À Black Lake, le Collège canadien des armoiries. Coleraine, le Collège canadien des armoiries. Je me suis dit, c'est quoi, hein, étant un bon historien, je voulais me documenter sur l'organisme qui avait réalisé les armoiries de nos municipalités, avant de m'apercevoir qu'il n'y avait absolument rien d'écrit sur l'organisme. Et je me suis dit, pourquoi pas combler le trou et écrire un ouvrage. Et donc, j'ai commencé il y a 10 ans. Il faut dire que c'est 10 ans de recherche à temps perdu. Faut dire, je veux dire, j'écrivais d'autres livres à travers, je revenais sur ma recherche. Il faut dire ce qui m'a beaucoup aidé. C'est les journaux. BANQ a maintenant numérisé beaucoup de journaux régionaux. Et on peut faire de la recherche à plein mot. C'est quoi le BANQ? C'est Bibliothèque Archives nationales du Québec. OK. Fait qu'ils ont numérisé depuis quelques années. Donc, entre autres, le Canadian Thetford Mines a été numérisé, il est en ligne. Et on peut faire de la recherche plein mot, ce qui est très facile. On peut taper comme armoirie et maintenant, il va nous sortir tous les articles. Ce que j'aurais pas pu faire à l'époque si j'aurais pas eu les journaux faire ma recherche. Parce que dans le fond, pourquoi les journaux? Parce que souvent, quand une municipalité faisait réaliser ses armoiries, évidemment qu'il y avait une belle célébration autour, puis là, il y avait un bel article qui portait les armoiries. Ce qu'il faut dire aussi, parce que ce que j'ai pas dit aux gens, c'est que la difficulté de trouver qui a fait réaliser les armoiries à l'époque, c'est que, le collège a fait beaucoup d'armoiries de municipalités, mais à l'époque, dans les années 50, il y a beaucoup plus de municipalités qu'aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de municipalités qui ont fusionné, qui ont disparu du paysage. Et puis, qui avait possiblement des armoiries aux autres. C'est ça. Et aussi, la femme du dernier propriétaire s'est débarrassée des archives. Donc, il n'y a plus moyen de savoir la liste de toutes les réalisations de l'organisme. Mais l'histoire du Collège canadien des armoiries, ça a été de courte durée. Oui. Dans le fond, l'organisme, au début, la plupart sont des employés de l'Institut généalogique Drouin. Je pense que les gens connaissent peut-être plus l'Institut généalogique Drouin, créé en 1899, qui a réalisé beaucoup d'arbres généalogiques pour des particuliers, et il faisait aussi des armoiries, de municipalités, de religieux surtout, mais on touchait un petit peu aux municipalités, mais très peu. À ce moment-là, dans les années 50, on parle là, de 1954, il y a un groupe de 5-6 employés de l'Institut Drouin qui ont décidé de se partir de leur propre entreprise. Une entreprise qui était à Montréal. À Montréal, basée à Montréal. Ils ont déménagé 3 fois en 4-5 ans. Vous voyez, on était sur la rue Saint-Denis, Saint-Hubert et sur la 19e avenue. Ils ont déménagé souvent leurs locaux. Et ils se sont dit, il y a tellement de municipalités, quel beau credo que de réaliser les armoiries des municipalités. Il faut dire aussi que l'époque se prête au jeu. Hein, mais janvier 48, il y a eu le drapeau du Québec, donc on est au nationalisme canadien-français. Les symboles sont importants. Et donc, l'organisme va dire, c'est facile, on va réaliser des armoiries pour les municipalités. Et encore, la beauté de la chose, on va les réaliser avant qu'ils nous les demandent. Donc, c'était la beauté de la chose. Il faut croire que c'est une entreprise. Malgré le nom, Collège canadien des armoiries, je vous le répète, ça reste une entreprise commerciale. Le but, c'est de faire de l'argent. Donc, comment on s'y procédait? On réalisait des armoiries, en se basant évidemment sur des volumes d'histoire de la municipalité. Par la suite, on allait voir la municipalité, on disait, on a réalisé vos armoiries, et là, on arrivait vraiment avec déjà le dessin, fait que c'était en train de, on voyait déjà le blason de la municipalité. Là, on disait, si vous voulez l'avoir, c'est bien simple, vous avez seulement nous donner l'autorisation d'aller voir vos industriels, vos professionnels, et eux, ils vont donner un montant pour les payer, et vous n'aurez pas un sou à payer pour avoir vos propres armoiries. En prime, on va donner une belle bague avec le blason au maire de la ville.
Ce qui fait qu'ils ont écumé le Québec et je vous dirais que, comme je disais, ils ont fait plusieurs centaines de municipalités au Québec ont des armoiries réalisées par le collège, même il y en a qui ne le savent même pas. Ce qui est drôle pendant mes recherches, c'est que je prends l'exemple, la municipalité de Brossard, il y avait encore leurs armoiries par le Collège canadien des armoiries, mais il n'y avait plus le descriptif pour qui leur expliquait les spécimens. Parce qu'il donnait un descriptif aussi. Oui, qui expliquait donc. Mais c'était des historiens qui faisaient ces armoiries. C'est ça, parce que chaque symbole sur une armoirie a une signification. Je prends l'exemple, vous voyez ici sur la page couverture, on a l'armoirie de Black Lake. Bon, on voit un léopard. Le léopard, c'est la force et l'ardeur au travail. Il tient quoi? Un pic de mineurs pour, évidemment, les mines dans la région. Donc, c'est vraiment lié à l'histoire de la place. Je veux dire, je prends ici Notre-Dame-du-Lac, on voit qu'il y a un poisson, ben c'est lié à Notre-Dame de la Dorée, excusez-moi, de la Dorée. On a mis un doré sur le blason parce que c'est Notre-Dame de la Dorée, fait que, du poisson. Fait que, vous voyez qu'un chaque blason, chaque signal, ainsi de suite. Et donc, c'est ça, on allait voir les municipalités et là, on leur disait voici vos blasons. Et je peux vous dire, comme je dis, qu'il y a plusieurs municipalités qui se sont laissées tenter par le jeu de prendre des armoiries, d'autant plus que c'était payé par leur industriel. Puis ces municipalités-là n'avaient pas d'armoiries. Soit qu'elles n'en avaient pas, parce qu'il faut dire que, bon, au Québec, les armoiries, c'est quand même un concept du Moyen-Âge. Donc, il y en a qui, plusieurs n'en avaient pas. Il y en a quelques-unes qui en avaient, mais ils n'étaient pas dessinés selon les règles de l'art héraldique. Parce qu'on ne peut pas dessiner n'importe quoi sur un blason, si on respecte vraiment l'art héraldique, et il y a des tons de couleurs qu'on ne peut pas utiliser. Donc, eux avaient vraiment des héraldistes. Par exemple, sur ce deux côtés-là, je tiens à vous dire qu'il y avait vraiment des héraldistes. Là. Il y avait même des fois des Européens qui travaillaient pour eux. Et moi, j'ai retrouvé un ancien employé qui m'a aidé à l'époque, qui est décédé aujourd'hui. Mais bref, quand j'ai commencé mes recherches, M. Robert Pichette, qui a été héros dauphin émérite, qui a travaillé vraiment pour l'Autorité héraldique du Canada, et lui avait vraiment fait des archives, des études, excusez-moi, et il a commencé au Collège canadien des armoiries. Donc, il y avait vraiment du personnel quand même formé. Mais les vendeurs, il y avait vraiment des vendeurs qui étaient là, eux, pour vendre et donc rapporter de l'argent à la compagnie. Oui, bien, ils gagnaient leur vie avec ça. Ça a duré à peine 6 ans. C'est ça, dans le fond. C'est comme je dis, ils n'ont pas été capables de renouveler leur concept. Hein? On a commencé en 54, vers 59, après 5 ans déjà, bien là, on a pas mal fait le tour des municipalités du Québec. Et là, on a essayé un petit peu de se tourner vers les particuliers. Fait que là, on voit à ce moment-là qu'ils commencent à faire des armoiries pour des députés, des maires. Mais ça n'aura pas le même impact. Puis moins payant, probablement. Oui. Et puis, il y a aussi, là, il y a eu une petite une chicane un peu entre les propriétaires. Finalement, il y en a un qui a quitté pour se créer une autre entreprise. Fait que ça tombe au point mort là, dans les années début des années 60. Et puis, donc, il y a eu une faillite. On voit le même, j'ai trouvé l'avis de faillite dans les journaux de l'époque. Là, on voit toutes les voitures que l'organisme possédait par pour ses vendeurs et qui mettent en vente pour pouvoir essayer d'aller chercher de l'argent pour ses créanciers. Fait que c'est un organisme, comme je dis, qui n'a pas existé longtemps, mais qui a eu un bel impact visuel parce que les armoiries, si vous vous promenez au Québec et vous regardez les panneaux sur l'hôtel de ville, probablement que vous avez sûrement déjà vu une ou l'autre des créations du collège. Voyez-vous, juste ici, ma page couverture, on voit ici, c'est celle de l'ancienne municipalité de Elmer, ancienne municipalité de Black Lake, c'est les armoiries de Candiac, ici de l'ancienne Lorette et ici de Notre-Dame de la Dorée. Mais comme je vous dis, il y en a plusieurs et plusieurs. Dans le livre aussi, je mets aussi les armoiries de Thetford Mines, pour ceux qui ont sûrement, ils ont déjà vu sûrement sur l'hôtel de ville, dont les armoiries. Voyez-vous l'histoire que je vous racontais? Ici en haut, on a un fanal avec un pic pour le côté mineur et on a une salamandre. Pourquoi qu'on a mis une salamandre sur les armoiries de Thetford Mines? Avez-vous une idée? Aujourd'hui, on dirait que c'est à cause des milieux humides. C'est lié beaucoup, encore on remonte au Moyen-Âge. N'oubliez pas que la science héraldique remonte au Moyen-Âge et puis la période de la Renaissance. À l'époque, les gens pensaient que la salamandre était ignifuge, qu'elle ne brûlait pas. Ah, OK. Et c'était une propriété de l'amiante. D'où pourquoi qu'on a mis la salamandre sur les armoiries. Elle est encore là? Elle est encore là aujourd'hui. C'est encore les armoiries officielles de la ville. Ce n'est plus le logo de la ville, mais ce sont encore les armoiries de la ville. Est-ce qu'il y a des droits d'auteur sur les armoiries ou n'importe qui peut s'en servir pour n'importe quoi? Ben moi, dans le fond, les armoiries que j'ai envoyées, ce sont les municipalités qui me les ont fournies. OK. Fait que j'ai demandé la permission de pouvoir utiliser leurs armoiries parce qu'officiellement, ça reste la propriété. La propriété de la ville. C'est leur logo, même si c'est plus leur logo officiel, c'est leurs armoiries. Donc, vous ne pourriez pas demain matin décider de prendre les armoiries d'une municipalité pour en faire... Faire une publicité pour un marchand? C'est ça, non. Ça, vous ne pourriez pas parce que ça appartient vraiment à la ville. Comme je vous dis, moi, j'en ai plusieurs. Et puis, ma chance, quand j'ai écrit le volume, c'est que plusieurs, avec leurs armoiries, avaient conservé les correspondances de l'époque. Ce qui m'a permis de voir là, comment on fonctionnait
entre municipalités. J'ai vu aussi par les journaux les chicanes de l'époque. La plus grosse chicane a probablement eu lieu à Robertval. En 1955, le collège commence une tournée des municipalités du Lac-Saint-Jean, Saguenay-Lac-Saint-Jean, et on se ramasse à Robertval, on leur présente les armoiries de la municipalité. Les armoiries, la ville accepte, on présente les armoiries dans le journal de la région, et Victor Tremblay, Monseigneur Victor Tremblay, qui est le président de la Société historique du Saguenay, mentionne que ce ne sont pas, parce que là, on s'était basé sur les armoiries du sieur de Robertval, dit que ce ne sont pas les vraies armoiries du sieur de Robertval. Et pendant 2 mois, on a des textes, contre-textes entre la Société historique du Saguenay et le Collège canadien des armoiries. On se traite d'environ tous les noms. Et finalement, qui va gagner? Ça va être la Société historique du Saguenay, puisque la Robertval va finalement refuser les armoiries du collège et va plutôt adopter des armoiries réalisées par l'Institut généalogique de Rouen. Ah, OK. Ouais. Ah, parce que l'Institut avait déjà fait... Non, ils en ont fait d'autres, parce que la Robertval, finalement, s'est tournée vers l'Institut généalogique de Rouen pour faire réaliser ses armoiries. Mais elle n'existait plus. Oui, elle existait encore, ils se faisaient concurrence à ce moment-là. Ah, OK. Oui, les employés faisaient concurrence à leur ancienne entreprise. L'entreprise Drouin avait continué encore, mais à une vitesse moindre. Bien, elle était moins dans les blasons, elle mettait beaucoup plus l'emphase sur les arbres généalogiques. OK. C'est beaucoup pour ça qu'on la reconnaît encore aujourd'hui. Ceux qui font de la généalogie le savent, mais ils faisaient encore des armoiries. Mais comme je vous dis, il y a eu vraiment une bataille entre les deux. Chacun avait son credo. La Société généalogique de Rouen en a fait moins de municipalités, quoique quelques-unes, comme Sherbrooke a fait réaliser ses armoiries par l'Institut généalogique de Rouen. Mais le gros ensemble, c'est vraiment le collège qui a fait réaliser le plus grand nombre d'armoiries au Québec. Okay, mais Drouin, l'Institut de généalogie Drouin, eux autres, c'était pas dans un but nécessairement de faire des sous. Ben, c'était quand même une entreprise aussi. Je veux dire, quand ils vous vendaient votre arbre généalogique, vous le payez. Il y avait le même principe parce que le collège, n'oubliez pas que ce sont des anciens employés de l'organisme. Ils ont fait quoi? Ils ont copié le modèle d'affaires. Il y avait des vendeurs à l'Institut Drouin qui passaient de porte en porte pour vendre les généalogies. Il y avait des vendeurs au collège qui allaient voir les médecins pour vendre leur blason. Fait que, l'arbre n'est pas tombé loin de la pomme, loin de l'arbre. Ils ont vraiment copié le modèle d'affaires pour ce qui renouvelle l'organisme. Puis comme je dis, comme les anciens employés travaillaient là, ben ils ont vu que l'argent était rentable. Et par le mec, ils ont aussi dit, si c'est nous qui gérons l'entreprise, là, on va faire plus d'argent que si on travaille pour l'Institut Drouin. C'est un peu ce qui est arrivé. OK. Le mot écu dans le... Ben, dans le fond, l'écu, c'est le blason. Ici, c'est juste le blason sans les fioritures autour. Ça ne comprend pas la couronne ni les branches au côté. Fait que c'est vraiment juste l'écu qui est juste ici. C'est ça qu'on appelle l'écu. Oui, ça remonte, c'est le terme qui remonte encore là au Moyen-Âge. Hein. Pourquoi qu'à l'époque, on avait créé la science héraldique? C'est bien simple, comme je dis souvent l'exemple. Imaginez-vous sur un champ de bataille, vous êtes 250 chevaliers en armure, et là, on est en ligne, mais on s'affronte, en commençant à s'affronter, on fait quoi? On tourne un peu autour. Et là, après 5 minutes, on ne sait plus contre qui on se bat. On se bat-tu contre un ami ou contre un ennemi? En armure, c'est dur à savoir. Fait que c'est là qu'on s'est mis à peindre l'écu au départ pour identifier qui était derrière l'armure. Et c'est comme ça que l'héraldique est né sur les champs de bataille. Par la suite, les municipalités, même les particuliers, se sont dotés d'armoiries. OK. Intéressant. Mais la plupart des familles ont leurs armoiries maintenant. Vous parlez de... Ici au Québec, là? Non, c'est plutôt rare au Québec. L'héraldique est plutôt rare. Au niveau des particuliers, je vous dirais, même parce que le collège a tenté, comme je disais, ce credo-là vers la fin, en disant que toute personne pouvait se doter d'armoiries, n'était pas nécessaire d'être noble. Et malheureusement, c'est pas un credo qui s'est beaucoup développé chez les particuliers. Ouais, il y en a qui en ont, mais aujourd'hui, ce qu'il faut dire, aujourd'hui, depuis 1986, si vous voulez avoir des armoiries, l'organisme habilité qui est vraiment officiel, c'est l'Autorité héraldique du Canada. Et si vous voulez avoir des armoiries, vous devez faire leur demande à eux. Si vous voulez avoir des vraies armoiries, je peux dire, eux, ils vont évaluer votre demande et ils vont juger si vous êtes honorable ou non pour en recevoir. Parce que même si vous êtes prêt à payer, si vous jugez non honorable, vous n'aurez pas d'armoirie. Et honorable, c'est quoi d'être honorable? Je demande que si vous avez fait de la prison, probablement que vous n'aurez pas le droit à des armoiries. Fait que, je sais moi, je n'ai pas d'armoirie, mais j'ai regardé un petit peu le processus, puis vous devez écrire une lettre de motivation expliquant pourquoi vous voulez avoir des armoiries. Par la suite, si votre demande est acceptée, là, ils vont communiquer avec vous, et là, il y a un artiste qui va travailler avec vous pour réaliser vos armoiries. Évidemment qu'il y a des coûts de quelques milliers de dollars, donc il faut que quelqu'un souhaite vraiment avoir un blason. Il y a beaucoup de généalogie dans l'armoirie. Puis quand on passe, les vraies armoires officielles, quand on passe d'une personne à une autre, normalement, on devrait changer ses armoiries. Ah ouais? Oui. Par exemple, vous avez un blason avec un oiseau. Ben, si votre fille ou votre fils prend vos armoiries, ben, lui va avoir, mettons, un oiseau avec une étoile
va être fait par avoir un oiseau avec quelque chose d'autre qui la reprend. Donc, on base toujours de l'armoirie originale et on rajoute un élément vu que c'est plus la même personne. OK, parce que personnellement, pas moi, là, mais notre famille, les Hamel d'Amérique, ont une armoirie qui s'y frotte, s'y pique, parce qu'il y a... Là, il n'y a pas d'écriture, mais oui, il y en a ici. Oui, il y en a. Ici, c'est souvent des devises en latin. Et ce qui est drôle, c'est qu'en faisant mes recherches, parce que moi, la personne à qui j'avais parlé disait qu'il s'était basé beaucoup sur le petit livre de devises de Jules J. Plamondon, publié dans les années 40. J'ai retrouvé le petit livre d'armoirie et je vous dirais que 75% des devises sous les blasons, je les ai retrouvées dans le petit livre. Fait que j'ai comme l'impression qu'il réalisait une armoirie qui prenait le petit livre, qui tournait les pages, puis qui devait se dire « Ah, celle-là... Ça va bien. Ça va bien avec cette municipalité-là. » Fait que ceux qui pensent qu'aujourd'hui, que les armoiries pensent qu'il y a eu une longue pensée pour trouver leurs armoiries, où je vous dirais, d'après moi, ça a pris 2 minutes, ils ont tourné les pages, ils ont publié leur nom sur Mais ce Plamondon-là, il a-tu fait beaucoup de livres comme ça, ou... De mémoire, j'ai pas fait de recherche sur lui. J'ai vraiment utilisé juste sur le volume qui s'appelait Devises, parce que le monsieur me l'avait dit à l'époque. Mais je pensais jamais autant de trouver toutes les devises, pratiquement, des armoiries que j'ai trouvées dans le livre en question. En latin et en français? Oui, c'est un livre devises en latin avec signification en français. OK. Côté les municipalités anglophones, à l'époque, ben, il y en a encore, là, mais... Le collège n'a pas fait beaucoup d'armoires pour des municipalités anglophones. Non. Parce qu'on mettait beaucoup le fait en valeur, le fait canadien-français. OK. Même, on en a fait une que j'ai trouvée en dehors du Québec, c'était pas Hawkesbury, mais c'est une franco-ontarienne. Ouais, Pointe-Calumet, l'autre côté. Fait qu'on mettait pas l'emphase, c'était vraiment là, la fierté canadienne-française, parce qu'à l'époque, dans les années 50, on parle encore de canadien-français. Fait que c'est beaucoup ça qu'on voulait mettre en valeur. Fait qu'on n'a pas un peu touché aux municipalités anglophones. OK. Puis les vendeurs, il y avait quand même beaucoup d'ouvrages au Québec. Oui, avec le nombre de municipalités, comme je dis, qui était beaucoup plus imposant à l'époque qu'aujourd'hui. On en retrouve-tu autant du côté de la Gaspésie, qui commençait à être loin de Montréal, Oui. qu'on peut en retrouver dans les cantons de l'Est? Étrangement, on peut les suivre, hein? On peut suivre parce qu'ils ont commencé vraiment avec la Gaspésie. Ah! On peut suivre le parcours pratiquement par les lettres de l'époque, en 55. On voit qu'il est allé à Amqui, on voit qu'il est allé à Sainte-Anne-des-Monts, on voit qu'il est allé, fait qu'on peut suivre Rimouski-Est, fait qu'on peut... Ils ont toutes des armoiries réalisées par le Collège canadien des armoiries. Par la suite, ils ont transféré du côté du Lac-Saint-Jean, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis là, on voit que Pointe-au-Pic, puis comme je disais, Robertval, finalement, ils les ont refusés, mais je sais qu'ils ont présenté aussi des armoiries à Chicoutimi, puis on peut quasiment suivre la première année, alors qu'il y avait... Ils descendaient vers Montréal. Ben, parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a eu un congrès, le congrès de l'Union des municipalités en 55 a eu lieu à Pointe-au-Pic. OK. Fait que j'ai quand même l'impression qu'ils ont comme parti en se rendant au congrès de l'UMQ. Ils ont comme fait tout le voyage de la Gaspésie. Après ça, ils ont traversé de l'autre côté pour aller au congrès de l'UMQ. Du côté de Bécomo, Sept-Îles. Ils n'ont pas touché à la Côte-Nord, par exemple. Non? Non. Ça, je peux vous dire, j'ai pas trouvé d'armoirie en Côte-Nord réalisée par le collège. Puis... Au début, c'était facile à suivre parce qu'il y avait c'était juste eux qui vendaient les armoiries. Le président, il faisait l'emploi de vendeur. Par la suite, bon, ben là, il va y avoir différents vendeurs dans les différentes régions. Là, c'est sûr que je peux plus après ça suivre l'organisme à grandeur de province pour dire, bon, ben là, en telle année, c'était ça. Mais je sais que, par exemple, que Black Lake, voyez-vous, c'était en 55, en novembre 55. Thetford-Mines, c'était en janvier 57. Coleraine, c'est en 58. Ah, c'est... Voyez-vous, c'est pas tout un après l'autre. Pas dans une région puis faire le tour. East-Breton, puis... East-Breton, j'ai le croquis. Parce que l'homme que j'avais retrouvé à l'époque, il m'a envoyé tous les croquis qu'il y avait pour les municipalités. J'ai le croquis qui a été fait pour East-Breton, mais je n'ai jamais retrouvé à East-Breton ces armoiries-là et la municipalité à l'époque n'avait pas retrouvé de papier. Donc, ce qui me fait dire, c'est peut-être, comme je vous disais, ils réalisaient les armoiries avant de les présenter à la municipalité. Fait que peut-être dans ce cas-ci, qu'ils avaient fait les armoiries pour East-Breton, mais elles ont été refusées par la municipalité. Ah, peut-être aussi. C'est ce que je pense. Parce que il y avait 2 East-Breton à ce moment-là, station puis village. Fait que c'est vraiment ce que je pense, parce que c'est dur à dire comme Roberval. Je dis, j'aurais pas trouvé les articles dans un journal. Je savais qu'il avait fait des armoiries pour Roberval. Mais en ayant tout vu ça, ben là, j'ai compris qu'il y a des fois, il y a une municipalité qui est refusée. Même si on trouve le blason pareil, ça ne veut pas dire qu'il est accepté par la municipalité. Mais on disait que Sept-Îles, Bécomo, on n'a pas d'armoirie, mais peut-être qu'eux autres en ont. Du collège, je parle. D'après moi, je pense qu'il y a des... Vous n'avez pas vérifié s'il y en avait une autre compagnie qui les avait fait pour eux autres? Ou c'était peut-être Drouin? Je pense que c'est Drouin de mémoire. Je pense que Sept-Îles, j'ai cru voir, c'est l'Institut génique de Drouin de mémoire. Qui avaient fait leurs armoiries. Mais je sais que pour le collège, j'avais vraiment divisé une carte, là, puis
J'avais acheté, écoute, j'ai fait développer une vieille carte de 1955 et au fluo, je mettais du fluo tous les noms de municipalités en 55 sur ma carte pour me montrer, avoir une vue d'ensemble de celles que j'ai trouvées. Puis j'en ai quand même trouvé plus d'une centaine de municipalités. Et puis, il n'y avait absolument rien. La Côte-Nord, j'ai trouvé aucune municipalité qui ont fait faire des armoiries. Je ne vous dis pas qu'il n'y en avait pas. Ouais. C'est juste que dans mes recherches, j'en ai pas trouvé. Puis du côté de Sherbrooke, où il y avait beaucoup de municipalités anglophones, peut-être qu'il n'y a pas eu non plus... Non, j'en ai trouvé quelques-unes, mais j'ai, comme par exemple, Bramptonville a fait réaliser ses armoiries pour le Collège canadien des armoiries. Windsor aussi. Mais oui, comme Sherbrooke, comme je disais, c'est l'Institut Drouin qui les a réalisés. OK. C'est un mélange un petit peu là, des... Oui, probablement qu'avec Drouin, ça avait été fait avant. Oui, Distinguès, c'est le collège qui a fait les armoiries Distinguès. OK. Eux autres, ils faisaient les municipalités qui n'avaient pas été faites par Drouin, le sachant. C'est ça. Puis comme je dis, puis on en a fait plusieurs. Puis sinon, ils ont fait aussi quelques armoires pour des religieux et quelques paroisses. OK. C'est plus rare, mais ils en ont fait quelques-unes. Ici, à Thetford, il y en a eu pour les paroisses? Ici, à Thetford, ils ont juste... je veux dire, les paroisses, ils l'ont surtout fait pour les grosses villes. C'est comme Montréal, qui était à elle-même une grosse ville, mais pour ne pas perdre le territoire, si je peux dire, ils ont rapproché les paroisses de Montréal. OK. Fait que je me souviens plus le nom des paroisses par cœur, mais il y a des armoiries que j'ai trouvé pour certaines paroisses de Montréal. Puis à Québec, ils ont sûrement fait la même chose aussi. Ils ont peut-être fait la même chose, je n'ai pas trouvé malheureusement. Mais quoi qu'à Québec, à ce moment-là, dans les années 50, c'était toutes des petites municipalités. Oui, il y a beaucoup de petites municipalités. Et ce qui m'a aidé, c'est que dans les journées de l'époque, pendant une bonne année ou 2 années, le journal La Patrie et le journal L'Action catholique publiaient régulièrement des armoiries de municipalités réalisées par le collège avec leur description. OK. L'Action catholique qui est devenue du Soleil par la suite, là. Fait que c'est beaucoup, là, on voyait que c'est La Patrie à Montréal puis l'Action catholique, ils publiaient. Fait que c'est comme ça, j'en ai trouvé plusieurs réalisés à l'époque par le collège. Puis comme je vous dis, ce qui arrive aussi des fois, c'est que si on regarde aujourd'hui, là, on se dit, non, c'est pas d'amour par le collège, mais c'est parce qu'ils ont fait refaire leurs armoiries. Je prends l'exemple de Warwick. Warwick a eu des armoiries par le collège, mais aujourd'hui, si vous regardez leurs armoiries, ce ne sont plus elles. Ils ont eu de nouvelles armoiries. Donnacona, c'est pareil. Il y avait des armoiries réalisées par le collège, puis aujourd'hui, les armoiries de Donnacona ont été modifiées par la suite dans les années 70-80, je ne sais pas à quel moment, mais ce ne sont plus les mêmes armoiries qu'à l'époque. Mais il y a encore des organismes qui font des armoiries? Aujourd'hui, c'est l'Autorité héraldique du Canada, comme je disais. On a parlé tantôt. Oui, l'organisme officiel. Eux autres, ils peuvent refuser. Ils peuvent, j'imagine que ça prend des bonnes raisons, là, mais si vous avez une vie normale, si je peux dire, puis vous êtes prêt à payer surtout... je parle pour une municipalité. Oui, mais il y a des municipalités qui ont fait de plus en plus... Qui n'ont pas eu une vie normale. Non, mais il y a beaucoup de municipalités qui ont fait leurs armoiries par l'Autorité héraldique du Canada. Donc, entre autres, Longueuil ont fait faire leurs armoiries par l'Autorité héraldique du Canada. Et même, j'en ai trouvé une seule, Saint-Lambert, ont réussi à faire concéder leurs armoiries réalisées par le Collège canadien des armoiries. C'est-à-dire qu'ils ont pris le même blason qui a été créé à l'époque par le Collège canadien, a été enregistré officiellement par l'Autorité héraldique du Canada. OK. Fait que c'est la seule municipalité que j'ai vue qui a pris ces armoiries de l'époque et qu'ils ont fait enregistrer officiellement. OK. Mais Thetford ne l'a pas fait? Non, Thetford ne l'a pas fait. Y a-t-il un avantage à le faire ou? C'est juste que ça les rend plus officiels, je vous dirais. Parce que là, en ce moment, Thetford, c'est comme s'il y avait juste un logo, vu que c'est un organisme privé qui l'a réalisé. Si vous voudrez le rendre vraiment officiel, à ce moment-là, vous devez contacter l'Autorité héraldique du Canada. Okay. Il y a des frais, mais vous êtes enregistré officiellement dans l'Armorial du Canada. Fait qu'avec toutes les autres armoiries réalisées à ce jour par l'Autorité héraldique. OK. Mais il n'y a pas d'avantage spécifique à faire ça? Non. Je veux dire, chaque municipalité a libre à elle. C'est qu'il y a des coûts. Celle qui l'a fait, je me dis que Saint-Lambert, eux, devaient avoir leur raison de pourquoi ils voulaient les rendre officiels. Mais non, c'est ça. Aujourd'hui, il y a des corps de police qui ont leurs armoiries. Il y a des universités qui ont fait faire leurs armoiries. Beaucoup d'organismes procèdent ainsi. Ce volume-là va être en vente, ou il l'est déjà, à la bibliothèque du Cégep? Pas à la bibliothèque. On peut l'acheter au centre d'archives ou encore à la librairie L'Écuyer. Si les gens ne veulent pas se déplacer, vous pouvez, le centre d'archives a un site web et sur son site web, il y a une boutique en ligne. Donc, vous pouvez acheter l'ouvrage et il va vous être envoyé par la poste. OK. Puis la référence pour les 12 autres travaux que vous avez faits, le centre des archives pourrait nous le donner? Pour les autres volumes, oui, ils sont pas mal tous sur la boutique virtuelle, je vous dirais, du centre d'archives. OK. Donc, si vous voulez les retrouver, comme j'ai dit, j'ai écrit
entre autres 2 volumes sur le cégep de Thetford, un lors du 40e, un lors du 50e. J'en ai écrit un sur, à l'époque, il s'appelait ça 100 ans sur les mines d'amiante. Donc, j'ai écrit un volume sur le temps des fêtes dans la région début du siècle. J'en ai écrit un sur des recettes de cuisine. J'ai trouvé de la région? Des recettes de cuisine publiées dans le journal Le Canadien de Thetford Mines il y a un siècle, dans les années 1920. Et puis, vous voyez que ça part un peu tout bas de côté. J'ai écrit 3 romans jeunesse aussi. Un sur Pierrot découvre l'histoire de Thetford Mines, un sur l'histoire de Black Lake et un sur l'histoire de Vimy Ridge. C'était des commandes bien souvent que j'avais reçues. Et là, ça continue parce que j'ai encore 2 volumes qui seront publiés cette année. Bon. Donc, on n'est pas capable de vous arrêter. Non. Mesdames, messieurs, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Monsieur Garneau, un gros merci pour, entre autres, ce livre-là qui est nouveau pour les armoiries. Vous pouvez vous le procurer, comme on disait tantôt, soit au centre d'archives de la région de Thetford ou encore à la librairie L'Écuyer qui est située sur le boulevard Frontenac. Alors, merci de votre écoute et à la semaine prochaine.